Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Et aujourd'hui, on va parler de Lamine Yamal, le crack du Barça, un des meilleurs joueurs du monde. On va parler de sa jeunesse, de son talent, de son style de jeu. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci mon gars, c'est très important pour moi. Alors Yamal, tout le monde sait que c'est un joueur exceptionnel, tout le monde l'a remarqué bien sûr. Mais aujourd'hui, on va essayer de détailler pourquoi il est si fort. On va parler de son évolution physique et mentale, de sa relation avec ses entraîneurs, de sa relation avec ses partenaires, de sa carrière. Et on va aussi malheureusement parler de certains jeunes joueurs qui ont démarré très tôt et qui se sont brûlés les ailes, qui n'ont jamais retrouvé leur meilleur niveau. Bon, j'avoue que je voulais parler un peu aussi du match Barça-Inter, mais comme beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait, je me suis dit je vais peut-être pas le faire. Mais au final, comme on va parler un peu du Barça, on va parler un peu de ce match retour. C'est parti les amis, let's go! Alors la première chose dont je voulais parler rapidement sur Yamal dans ce podcast, c'est son évolution physique. C'est la masse musculaire qu'il a un peu prise. Et vous voyez que comme certains le disaient, certains disaient que prendre des muscles était incompatible avec la technique, l'explosivité. Yamal nous prouve que c'est faux. Alors Yamal, c'est un adolescent en fait, il a 17 ans. Rappelez-vous ce que vous faisiez quand vous aviez 17 ans. Ouais, il y avait des trucs pas très glorieux, je me doute bien. Donc c'est un joueur qui a une très grosse pression, il joue dans un des plus grands clubs du monde, il est titulaire, il est performant, le mec a un mental hors norme. On va revenir rapidement sur son physique, je vais montrer une petite photo d'évolution avant-après, environ sur 9 mois. Il faut savoir que c'est un physique qui est atteignable naturellement. Si tu t'entraînes en muscu 8 mois, 1 an, que tu es mince de départ comme Yamal, tu vas ressembler à ça. Il n'y a rien de suspect là-dedans. Il faut savoir que de plus en plus de joueurs de foot font de la musculation en complément. Ça fait partie, c'est obligatoire dans la prépa physique pour résister au choc au niveau du haut de corps, au niveau du dos, des épaules, des abdos, pour travailler l'explosivité sur les jambes en pliométrie, aussi le corps, CORE, tous les muscles du tronc pour bien gainer. C'est une transformation physique qui n'est pas choquante, surtout qu'il a 17 ans. À 17 ans, tu es en fin d'adolescence, tu as encore de la testostérone qui est très élevée, donc ça n'a rien de choquant. Un truc qui m'a assez choqué, enfin pas choqué, mais que j'ai remarqué sur Yamal, c'est que quand je l'ai vu jouer la première fois, par rapport à maintenant, là, je me suis dit, il a grandi, il est plus grand. Et oui, j'ai regardé, je pensais qu'il était plus petit que ça, il fait 1m78. Mais la première fois que je l'ai vu jouer, il était plus petit que ça, je pense. Donc oui, forcément, il a 17 ans, il n'a pas encore fini sa croissance. Donc c'est une arme précieuse, Yamal, mais il faut le manier avec précaution, on va dire. Hein, parce qu'il y a le rythme actuel du foot, il y a énormément de matchs, ça peut abîmer les joueurs qui ont commencé très tôt. C'est quelque chose qui est impressionnant, surtout quand tu as 17 ans. Les psychologues et les préparateurs physiques, préparateurs mentaux savent que tu atteins ta maturité mentale à 24-25 ans. C'est quelque chose qui a été bien étudié. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire rapidement sur sa jeunesse. La transformation physique qui m'avait choqué, c'était Goretzka. Goretzka, lui, il était mince, il avait vraiment pris de la masse incroyable. Mais bon, sur Yamal, il n'y a rien de choquant, surtout qu'au départ, il était très 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 mince et que les joueurs de foot font énormément de cardio, donc ça n'est pas choquant. On va approfondir le sujet du mental ici, mais n'oublie pas de t'abonner mon gars si le podcast te plaît. Je vais faire une petite comparaison, un petit parallèle avec Boyan, un autre jeune joueur du Barça, hispano-croate. Je vais mettre une petite photo de Boyan. Il a arrêté sa carrière très très jeune, à 31-32 ans. Pourquoi Yamal a un mental hors norme? Je vais mettre quelques datas. Il est toujours présent dans les grands matchs. Il est titulaire, il est décisif en Champions. Décisif, il marque contre le Real, il marque contre l'Inter, il marque contre le Bayern, il marque à l'Euro. Il est quasiment tout le temps titulaire et il fait des bons choix dans le jeu. Il est juste, il a un QI foot élevé, il ne ressent pas la pression. C'est un joueur qui a la tête sur les épaules, qui est bien entouré par sa famille. Il a une très bonne relation avec son petit frère. Aussi au Barça avec Baldé, Fati et en sélection avec Nico Williams. C'est important pour que lui, en club ou en sélection, il ait une atmosphère positive qui puisse lui permettre de s'épanouir. Je vais parler un peu de Boyan. Je pense que beaucoup de gens se rappellent de lui. Il a joué au Barça dans les années 2008-2010. Très beau joueur, complet avec une belle technique, qui marquait des buts, qui faisait des passes D. Très très beau joueur. Il avait un petit problème mental, oui, d'anxiété, on va dire, Boyan. C'est qu'il était très 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 anxieux, il était sujet à des crises de panique. Il avait du mal mentalement à répondre présent. C'est pour ça qu'il n'a pas été à l'Euro 2008, je crois. Mais pourtant, ses 2 premières saisons au Barça, je crois que surtout la première, il finit
troisième meilleur buteur de club, donc c'était bien, hein. C'était un joueur complet, intelligent, avec une très belle technique, il savait jouer un peu à tous les postes devant. Ensuite, il s'est énormément blessé et je pense malheureusement qu'il n'avait pas le mental. Le costume était un peu trop gros, trop grand pour lui. Et ensuite, il a joué à la Roma, à l'Ajax, je crois, et il n'a jamais retrouvé son niveau. Donc, vous voyez, le gros avantage qu'a Yamal, c'est que il a un gros mental. On sait que le mental et le physique sont liés. Ça peut accélérer des blessures. Donc, c'est la petite comparaison que je voulais mettre en avant. Voilà, quand on voit Yamal jouer, on sent que le mec sourit, on sent que le mec prend du plaisir, il est rafraîchissant. On a l'impression qu'il joue avec ses potes le dimanche matin, il est souriant. Dans l'attitude, il me fait penser un peu à Ronaldinho. Et ça, oui, comme certains le disent, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, ça fait du bien au foot. Moi, je kiffe voir, je suis pas fan du Barça, mais je kiffe voir jouer Yamal. Les gens payent leur place pour voir jouer Yamal, c'est sûr que c'est le fer de lance de Barça, du foot moderne, de l'Espagne, du foot européen. Oui, les gens veulent voir Yamal, bien sûr, même quand tu te charmes avec une autre équipe, avec un autre club. En plus, il est bon, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, titulaire à 17 ans au Barça, tu marques à l'Euro, tu es à la lutte pour le titre avec le Barça, en Champions League. Le mec fait des matchs à 8 sur 10 souvent, quoi. Il est titulaire, il est décisif. C'est incroyable, donc il faut quand même le respecter pour ça à son âge, quoi. C'est assez exceptionnel. Nous voilà arrivés dans le cœur de ce podcast. On va analyser le style de jeu de Yamal. Alors c'est un ailier, il joue côté droit. On va mettre sa hitmap. Et on voit qu'il se retrouve très souvent à l'angle de la surface, à l'angle des 16 mètres. C'est là où il fait une prise de décision. Soit il va repiquer, soit il va combiner avec Koundé ou jouer en retrait, mais c'est assez rare, ou centré pour Lewandowski. C'est là où il est très dangereux. On va regarder des petites vidéos. Et la première chose qui est marquante avec Yamal, c'est sa conservation de balle dans les petits périmètres qui est vraiment très bonne. Les contrôles sont très courts, clac, 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 il a des petits appuis, il est très tonique, il maîtrise bien les roulettes, il en a fait une contre l'Inter, je crois, les changements de direction dans les petits périmètres, ça c'est assez incroyable. Capacité de dribble, capacité de conservation exceptionnelle, toujours contrôle à l'intérieur du pied gauche, il repart souvent vers l'intérieur. Et on peut voir aussi qu'il déclenche ses frappes avec une soudaineté incroyable. La plupart des joueurs, il leur faut 2 secondes pour déclencher une frappe. Lui, non, il lui faut une demi-seconde. C'est incroyable. Il a une telle maîtrise de l'effet. Il me fait penser un peu à David Beckham. Il gagne du temps, en fait. Il n'a pas à orienter complètement son corps. On voit qu'il maîtrise parfaitement la courbe, l'effet. Et ça, c'est dû à l'agilité du pied, l'agilité dans la cheville. Quand vous ouvrez la cheville pour contrôler l'effet, ça permet d'envelopper très très bien la balle. En plus, on a vu qu'à l'Euro, le but qu'il met contre la France, qu'il a une très bonne frappe. Donc balle au pied, c'est un joueur très complet et comme on l'a dit avant, très intelligent. Quand il faut la garder, il la garde. Il sait jouer court. Quand il faut la donner, il la donne. Quand il faut frapper, il frappe. Combine bien avec ses partenaires. On va parler bien évidemment de la relation qu'il a avec Jules Koundé. Alors Jules Koundé, ça n'est plus un défenseur central. Il a vraiment évolué, il a énormément progressé dans les déplacements, dans l'utilisation du ballon cette année. Sous Hansi Flick, on peut regarder ses datas, sa hitmap. Koundé a vraiment progressé, il apporte vraiment offensivement. Je reviens sur Yamal, il a réussi 24 passes décisives cette année, ce qui le met dans le top 5 de passeurs de la Liga en une saison de Liga, avec des joueurs comme Neymar, Suarez, excusez du peu. Donc ça confirme vraiment qu'il a une intelligence de jeu, une vision de jeu, qu'il est complet, il a une maturité de jeu. Quand tu le vois jouer avec tout son talent, tout ce que je viens de dire, tu as l'impression que tu vois un joueur jouer de 24-25 ans, c'est fou, quoi. Alors certes, oui, au niveau des bémols, on peut dire qu'il marque un peu moins de buts que l'année dernière. Il marque toujours dans les matchs importants, il fait plus de passes D, ceci dit. Il est décisif dans les grands matchs, donc bon... Là, je chipote un peu là-dessus. Il a un QI foot au-dessus de la moyenne. Il est très intelligent. Ses dribbles sont utiles. Il fait des passes D qui sont bonnes. Il casse des lignes. Il crée du danger. Ça dénote une maturité incroyable. Spéciale dédicace à Johan Crochet et Kevin Dias. On va regarder un peu les XG du Barça avec et sans Yamal. On voit tout de suite que Yamal, cette année, c'est le joueur qui a le plus d'XG attendu. Et on voit clairement qu'il y a un Barça avec et sans Yamal. C'est lui qui touche le plus de balles dans les 3 devant avec Lewandowski et Rafinha.
Et ces combinaisons avec Jules Koundé sont essentielles à faire progresser le jeu du Barça. Ils arrivent à créer une complémentarité. Quand il y en a un qui est sur l'extérieur, l'autre il repique à l'intérieur, inversement. Koundé poursuit ses actions vers le but. C'est vraiment typique, comme on peut voir sur l'image là que je vais mettre, que Koundé est vraiment haut et qu'il a vraiment il a vraiment progressé dans son jeu offensif, dans son apport offensif. Ça, c'est quelque chose que Flick demande, le dépassement de fonction. Alors n'oublie pas de t'abonner si le podcast te plaît et si tu aimes la tactique. Alors on va parler un peu, on va développer sa relation avec Koundé. Je vais remettre la hitmap de Koundé. On voit qu'il est côté droit, mais qu'il se retrouve vraiment quasiment parfois comme un ailier qui l'apporte offensivement. On voit même qu'il est des fois en second ballon, il monte, il a progressé dans les centres, à la réception, il traîne un peu des fois aux abords de la surface comme il a mis un but en Coupe d'Espagne. En second rideau, c'est plus qu'un latéral en fait. Koundé, sa carrière, il a commencé à Bordeaux, il était central. Barça, on l'a mis à droite. Les 2 premières années, il n'aimait pas vraiment. Et là, vraiment, il a progressé dans les centres, dans l'apport offensif, dans le 1 contre 1. Même en équipe de France, il a progressé. Donc je vais mettre une petite... Et ça, ce genre d'action, là, c'est typique ce que vous voyez, là, comment il la garde. Ça, avant, Koundé ne le faisait jamais pour libérer de l'espace à Yamal et lui permettre de centrer. Et en plus, il reste devant pour gêner les défenseurs, offrir une solution. Donc ce style de jeu très très dynamique de Flick basé sur le dépassement de fonction, Koundé avant ne le faisait pas. Bien sûr, on va parler évidemment des autres joueurs. Rafinha et Lewandowski, bon, on les connaît très bien, on sait qu'ils sont énormes. On va retrouver aussi un peu Dani Olmo. Dani Olmo qui a un peu l'électron libre. Il joue plus souvent côté gauche, mais il se retrouve dans l'axe. Un peu en retrait des fois, des trois, pour gratter un second ballon et allumer une bonne frappe, parce qu'il a une très bonne frappe, Dani Olmo. Souvent dispo pour frapper. Ça, c'est quelque chose qu'ils font. Mais ils sont tellement forts, là, les trois de devant, que voilà. C'était pour parler un peu de la relation Koundé-Yamal et du style du jeu du Barça. Alors, bien évidemment, à la base, il y a Pedri, le petit métronome du Barça, qui a un taux de passe généralement de plus de 90%. Ça aide bien la construction du jeu. On va regarder comment Pedri arrive à casser les lignes. Donc souvent, tu as Pedri qui casse la ligne par la passe et Yamal qui casse la ligne par le dribble ou aussi la passe. On a plus petit périmètre, bien sûr. Pedri joue plus long. C'est comment tu élimines des joueurs. C'est ça qui est important dans le foot. Comment tu crées des décalages, comment tu casses des lignes adverses pour créer un surnombre. On va regarder que sa première passe, la première passe de Pedri, c'est une passe plutôt longue vers l'avant. La deuxième, elle part vraiment toujours côté droit, côté Yamal. Et que les passes leading to goal, elles vont vraiment chercher, vous voyez ce que je vous disais avant, l'angle de la surface côté droit, assez bizarrement, c'est assez logique, hein, c'est là où Yamal est. Donc on voit que Pedri a vraiment un gros apport et qu'il a aussi une bonne relation avec Yamal. Donc Yamal a une très bonne relation avec Koundé et Pedri. Voilà, je voulais parler un peu de Pedri, c'est normal, c'est attendu. Hein. On voit l'apport de Pedri qui est vraiment prépondérant. Alors n'oublie pas de t'abonner si le podcast te plaît. Sujet qui fâche, on va parler de l'usure des joueurs de foot et plus particulièrement des jeunes joueurs professionnels. C'est un débat qui revient souvent. Est-ce qu'il y a trop de foot et la santé physique des joueurs? On va regarder un peu les données, les stats. On va voir que Yamal a joué 50 matchs la saison dernière et 50 matchs cette année, sachant que la saison n'est pas finie, ce qui fait il va être à plus de 100 matchs en 2 saisons. C'est énorme, surtout pour un gamin de 17 ans. J'espère pour lui qu'il ne va pas se blesser, parce qu'on peut penser à des joueurs qui ont commencé très tôt, qui ont bien tiré sur la corde et qui se sont blessés. Je pense à Ronaldo Nazario, Boyan, Ansu Fati, Michael Owen. Ça, c'est des exemples concrets que tout le monde connaît. Je ne les sors pas de nulle part. Tout le monde connaît ces joueurs. Vous pouvez aller vérifier leur historique de blessures. Donc j'espère pour lui que ça ne sera pas la même musique, que Flick va l'utiliser avec parcimonie, qui va bien le gérer pour le faire souffler un peu. Parce qu'encore une fois, tu as 17 ans, ça reste un adolescent. Il faut y aller mollo sur les matchs et sur la muscu même. Il ne faudra pas qu'il se blesse à la salle, par exemple. Ça serait dommage. Bon, là, Yamal, pour l'instant, il n'a pas eu de grosses blessures. Il a eu des petits coups à la malléole. Mais là, c'est une petite boule que vous avez sur votre cheville en bas, en extérieur. C'est normal.
C'est la blessure typique des joueurs techniques qui se font faucher par un tacle en retard, hein. C'est une petite absence de 15 jours, 3 semaines. Rien de grave. On espère que ça va continuer pour lui, qu'il va faire une belle carrière et qu'il n'y aura pas de grosses blessures. Ça sera un élément déterminant dans sa carrière, d'autant plus que sa croissance physique n'est pas terminée. Un jeune homme, généralement, tu grandis jusqu'à 18-19 ans, quoi. Donc, il va encore prendre 1 ou 2 cm, je pense. Bon, voilà, c'est pas énorme. Je voulais parler un peu d'un des défauts du Barça, des 2 défauts du Barça même. Parce qu'ils n'ont pas un banc énorme, ils ont des problèmes d'argent, de trésorerie. On l'a vu avec l'inscription des joueurs, l'inscription de Koundé il y a 2 ans, l'inscription d'Olmo sur le liste. Donc, tu n'as pas énormément de bancs. Tu es obligé de mettre tes meilleurs joueurs tout le temps. C'est un peu compliqué, d'autant plus que la saison est longue. Tu joues le titre en Liga, tu joues la Champions League. Barça aussi des problèmes économiques, hein. Ils ont vendu une partie de la société commerciale, ils ont fait un prêt auprès de la banque Goldman Sachs. Voilà, donc j'espère que Yamal ne va pas se blesser pour pas qu'il nous fasse une Ansu Fati, hein. Lui, c'est un autre problème, Ansu Fati. C'est un autre délire. Il a fait une bonne saison au Barça au début, puis il s'est éteint au fil des années. Il s'est gravement blessé le genou en 2021. Rupture du ligament, il n'a jamais retrouvé son niveau, donc il a commencé très très jeune aussi, Fati a 16-17 ans, hein, donc là le parallèle est encore plus frappant et plus récent. Donc j'espère que ça ne va pas arriver à Yamal, mais il faut en parler quand même, parce que malheureusement c'est quelque chose qui peut arriver et qui arrive peut-être même trop souvent, j'ai envie de dire. Voilà, le petit deuxième problème du Barça, en dehors du problème économique, c'est le Barça a une défense très haute dans ce 4-3-3 de Flick, tradition du Barça. Cette défense à 4 est très haute et toujours pas très bien coordonnée. Et on peut voir que sur le hors-jeu, c'est risqué. Et je trouve que des fois, il manque un peu de gabarit pour défendre sur corner et sur domaine aérien. On l'a vu contre l'Inter, sur les corners, ils en prennent 2. D'ailleurs, attention, le Barça n'a jamais mené au score chez lui, au Camp Nou. Donc attention, le Barça est loin d'être en finale. L'Inter, chez eux, ça va être compliqué. Ils vont être surmotivés. Toujours se méfier des Italiens. Il y aura le retour de Lewandowski, certes, mais avec ce 3-3 de l'aller, en fait, c'est comme si tu avais 0-0. Donc c'est très difficile de faire un pronostic. C'est très ouvert pour moi, en fait. C'est très, très ouvert pour moi. J'ai vraiment pas de pronostic à faire, quoi. Alors, pour terminer ce podcast, la question à 100 €. C'est parti. Yamal est-il le meilleur joueur du monde ? J'aime pas employer ce terme de meilleur joueur du monde parce que je trouve que ça veut un peu rien dire dans un sport collectif. C'est très dur de comparer un ailier, un défenseur, un gardien. C'est le même sport, mais c'est pas le même rôle, c'est pas le même poste. Alors, je pense qu'il est au niveau du Ballon d'Or. Je pense qu'il sera dans les 3. Oui, il est dans les 3-4 meilleurs joueurs du monde cette année, même depuis l'année dernière, c'est sûr, il n'y a pas d'hésitation. Est-ce qu'il peut avoir le Ballon d'Or cette année ? C'est une question qui revient souvent. Je pense que ça va dépendre de la finale de la Champions League et des demi-finales retour, puisque c'est une année où il n'y a pas de Coupe du Monde ni d'Euro. S'il met un but qui qualifie le Barça pour la finale et qu'il est décisif, qu'il fait une grosse finale et qu'il gagne la Liga, oui, je pense qu'il peut avoir le Ballon d'Or. Je ne vois pas qui pourrait lui en privé. Rafinha aussi fait une très belle saison. Dembélé a énormément progressé cette année dans la finition, oui. Salah, Liverpool, ouais, ils sont éliminés tôt de la Champions. Liverpool, je pense que ça va leur porter préjudice. Et bon joueur après aussi, hein. Vitinha aussi, il fait une bonne saison, mais je pense qu'il sera dans le top 3 du Ballon d'Or, oui. D'ailleurs, je vais remettre la petite photo qui m'avait fait halluciner à l'époque, incroyable quand elle est bébé avec Messi. Elle est tellement géniale cette photo, il fallait que je la mette à un moment donné dans le podcast. C'est une sorte de transmission de pouvoir, là on a l'impression d'être dans un film. La première fois que j'ai vu cette photo, je pensais que c'était un montage. Je pensais que c'était un montage d'intelligence artificielle, mais non, c'est une vraie photo. Elle est très belle, il y a de la transmission, il y a un peu de romantisme dans le foot, il y a de la tradition du Barça, voilà. Les beaux joueurs techniques du Barça, les légendes du Barça, anciennes légendes et futures légendes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Yamal ? Il est d'origine marocaine et équato-guinéenne, donc je pense qu'il peut avoir aussi un impact culturel et médiatique. Il peut être assez symbolique de la diversité du foot en Espagne, avec les frères Williams en sélection. Ça, c'est bien pour le foot espagnol et la diversité. Dernière question, quel est son potentiel d'évolution ? Ouais. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Alors ok, c'est pas le joueur qui défend le plus. En même temps, c'est pas trop ce qu'on demande à un ailier. Encore que forcément, à un moment donné, il va devoir un peu
peut-être plus défendre. Il n'est pas bon de la tête. Ouais, bon, d'accord. En même temps, il n'y a quasiment aucun joueur du Barça qui sont bons de la tête, j'ai envie de dire. Là, je caricature un peu, mais c'est pas ce qu'on lui demande en premier. Non, la vraie question pour moi, c'est comment il va gérer sa carrière. Et même en termes d'évolution, il est déjà un tellement haut niveau que son évolution, qui n'en sera pas une, ça sera de garder ce niveau-là. De garder ce niveau-là pendant plusieurs années et de gagner des titres et de ne pas se blesser. C'est là où il va vraiment pouvoir rentrer dans la légende. Parce que malheureusement, j'en ai parlé avant, il y a beaucoup de jeunes qui en ont fait trop tôt, trop vite. Ça les a conduits à se brûler les ailes médiatiquement, physiquement ou mentalement. Donc j'espère qu'il va bien écouter son corps, qu'il va être bien entouré, que Flick va bien l'utiliser, qu'il va faire attention à lui et que ça serait déjà merveilleux d'avoir un Yamal à ce niveau pendant plusieurs années parce que c'est vraiment un joueur plaisant à voir et on prend vraiment un pied monstre et c'est vraiment le talent à l'état pur. C'est un joueur frisson, c'est un super joueur. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet. J'espère que ce podcast les a plu, les amis. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts de foot. Salut à tous. Bye.